plus les étoiles en plus. L'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola cosa. The major enemy is not your brother, flesh of your flesh and blood of your blood. The major enemy is the hunky and his institutions of racism. That's the major enemy. That is the major. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexamil. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans ? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler lutte au cinéma et on va commencer par une précision sur la sémantique. Quand on va sur le trésor en ligne de la langue française, la première définition qu'on trouve de la lutte, c'est ça. Action de deux adversaires qui luttent, se battent ou combattent corps à corps pour répondre à une attaque, pour triompher l'un de l'autre par jeu, dans la pratique d'un sport ou pour régler un différend. Donc même si on sent bien le lien, on va pas parler du sport gréco-romain qui se pratique en académique aujourd'hui, mais plutôt de la lutte comme cet effort individuel ou collectif, énergiquement soutenu pour vaincre quelque chose, un obstacle, une difficulté, un mal, ou pour obtenir, faire triompher quelque chose. Plus précisément donc, on va essayer de voir comment dans le cinéma on filme la lutte, quels dispositifs techniques, esthétiques, pathétiques sont mis en place pour filmer un combat social. On a opté donc de découper l'émission en 3 parties. Une première sur la fiction, une deuxième sur le documentaire et la troisième sera consacrée à l'Assemblée, un documentaire de Mariana Otero dont on a réussi à avoir une interview lors de son passage à Poitiers. Bonjour à tous, donc vous êtes sur Pulsar dans le Strass en moins avec aux commandes aujourd'hui Vincent Plon 95 E10, Jerry Can, Yeah. The Fuel Monty, Yes. Vin Gasoil. Bonjour Eva. Et donc moi-même, Eva l'Essence, en hommage voilà, au célèbre groupe gothique, on peut dire. Bref, une première question, les garçons, ça carbure ? Yeah. Ça roule. Oui. Oui, Vincent, Ça carbone. ça carbone. Ça carbone. Ok, ça marche. Bon, bah, Vincent, il a pas l'air bien dans son coin. En fait, excusez-moi, j'ai oublié quel était mon pseudo, c'est pour ça. Ah bah c'est toi, hein, Voilà, Vincent Plon 95 E10, c'est un sacré Merci, truc en plus. excusez-moi, Je suis sûr que c'était ton nom de naissance, moi. Le meilleur. Non, mais mon pseudo, c'est Jérôme, en fait. C'est Jérôme, hein, comme le chanteur, attention. Exactement. Donc, pour la première partie, on a dit qu'on allait parler de fiction. Et donc, dans un premier temps, c'est Jérôme va nous faire une petite présentation de Sergei Eisenstein. Oui, on va Mais commencer. qui est-ce ? Eh ben, si tu me laisses parler, je vais te le dire. Ouais, allez-y, mon cher. Alors, on va commencer par parler donc d'une lutte fondatrice du siècle dernier, dont on célèbre le centenaire en ce moment. C'est bien sûr la Révolution d'octobre, donc en 1917, en Russie, qui donna naissance à l'URSS et qui sera une période aussi fondatrice pour le cinéma. Alors, la jeune République socialiste offre une grande liberté de création aux artistes qui la soutiennent, et parmi eux, il y a Sergei Eisenstein, qui vient du théâtre. Il a été décorateur, puis metteur en scène. Alors, la particularité d'Eisenstein, c'est qu'il a expérimenté, qu'il expérimente et qu'il théorise aussi, et notamment le montage. Il révolutionnera à sa manière le cinéma. Il a conceptualisé le montage d'attraction, qui consiste en gros à choquer le spectateur pour éveiller sa conscience. Alors, ces 3 premiers longs métrages sont des films de lutte. La Grève, d'abord, sorti en 1924. C'est un film sur la lutte des classes. La film montre une grève dans une usine de locomotives en 1912, sous le régime tsariste, et la sanglante répression qui s'en suivra. En 1925, c'est le Cuirassé Potemkin, qui est un film absolument mythique, fondateur. On est toujours dans une reconstitution historique, toujours de la période pré-révolutionnaire. En 1905, c'est une mutinerie qui éclate sur un navire militaire. Le meneur est assassiné, la population d'Odessa soutient les mutins, la garde impériale réprime et massacre hommes, femmes, enfants, dans une fameuse scène tournée dans les escaliers monumentaux, où on voit ce landau qui tombe et sur lequel tirent les soldats. Et enfin, donc, en 1927, pour célébrer les 10 ans de la Révolution, Eisenstein réalise Octobre. C'est une fresque révolutionnaire.
Alors, on va s'arrêter là sur les films, déjà parce que Eisenstein a eu quelques soucis après pour faire des films librement. Et puis, je pense qu'on a déjà pas mal de choses à dire sur ces 3 films qui sont des monuments du cinéma. Merci Jérôme pour cette introduction. C'est pas Vincent ? De quoi ? Non, c'est Jérôme. Je pensais que vous alliez rebondir. Jérôme, je pensais que vous alliez rebondir pour cette introduction. Non, moi j'ai regardé le Cuirassé Potemkin il n'y a pas très longtemps, donc je peux en dire peut-être un mot. Ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est issu le film s'inspire d'un vrai événement qui s'est passé avec la mutinerie sur le Cuirassé Potemkin dans le port d'Odessa en 1905, des matelots contre leur commandant, ce qui entraînera une répression de la part des dominants envers d'abord le personnel et puis après envers la population d'Odessa. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, enfin moi ce que j'ai trouvé de plutôt intéressant, c'est la première scène donc sur la viande pourrie où en fait les matelots se révoltent parce qu'ils ont même plus cette décence-là d'avoir quelque chose de correct à manger et quand le médecin vient constater en fait les vers qu'il y a dans la viande, il va dire non, ce ne sont pas des vers, mais ce sont des larves de mouches mortes. Et donc je trouvais ça assez c'est très manichéen, hein, c'est un film de propagande, donc faut pas non plus voir trop de subtilité. Mais bon, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de partir en fait de la privation d'un besoin qui est vital en fait pour partir de la lutte, parce que là, pour le coup, les matelots, ils ont plus rien à perdre étant donné qu'ils ont même plus à bouffer. Donc, mais peut-être même que la chair morte, c'est eux en fait. C'est eux, la chair à canon qui est en train de pourrir dans ce navire. Ah oui, je pense que c'est clairement une métaphore. C'est analyse sec ici. Hein ? C'est analyse sec ici. Bah ouais, c'est ça. Non, mais oui. Non, mais moi j'avais vu un film d'Eisenstein qui s'appelle La ligne générale. Ouais, je vais faire vite. C'est un film où des paysans défendent leur ferme contre les propriétaires capitalistes. Voilà, où en fait ils se solidarisent et ils font une caisse commune pour mutualiser tout ça, tout l'argent et toute l'énergie, quoi. Non, mais c'est des films super passionnants. Il y a vraiment de belles images, c'est vraiment de la poésie, même si 1 heure, alors, ça paraît 3 heures. Mais... Si on parle des images, justement, peut-être je voulais revenir là-dessus, parce que précisément, ce qui est intéressant, c'est que la Révolution d'octobre, il n'y a pas d'images. En fait, c'est une révolution sans images, en tout cas sans images de cinéma. Et donc là, ce sont des films. Eisenstein a choisi de reconstituer, de faire une reconstitution. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est, pour le coup, c'est l'État qui a mis à disposition l'armée, les palais, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le point de vue des vainqueurs, en fait. C'est pas si fréquent dans les films de lutte dont on va parler aujourd'hui, notamment dans les films, disons, plus progressistes ou les films socialistes ou les films qui tirent à gauche, disons, parce que là, c'est l'appareil d'État qui est mis au service de la propagande, en fait, on en revient. Voilà. Et dans le but, et c'est aussi donc c'est une réponse à comment on fait pour filmer une lutte sans images. On recrée les images de toutes pièces. Alors bon, là tu parlais de lutte, en tout cas où il n'y avait pas d'images. Donc là, grosse transition sur un conflit où il y avait des images. Et donc on va parler de la guerre civile espagnole filmée par Ken Loach dans Land and Freedom. Bon, c'est un film donc de 1995 donc qui retrace la guerre civile donc de 1936 à 1939, qui opposa les franquistes putschistes aux milices républicaines et anarchistes espagnoles. Et donc voilà. Bon, ce film, pourquoi on le prend ? On a conscience que c'est loin d'être, on va dire, le chef-d'œuvre du réalisateur, mais il nous semble assez intéressant d'un point de vue critique, en fait, parce qu'il aborde le conflit d'une certaine manière. Donc moi, premier constat que je fais, c'est que j'ai l'impression, par exemple, dans ce film, que le contexte historique est plutôt un prétexte et un décor sur lequel va venir se greffer un scénario d'histoire d'amour un peu à l'eau de rose qui n'a pas trop d'intérêt. Enfin bon, bref, je trouve que l'aspect politique du film et le combat politique est dénaturé, enfin en tout cas n'est pas du tout l'histoire du film, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas le propos, quoi. Donc c'est un film plus sur des relations humaines. Enfin, il y a une histoire d'amour, ça qui s'applique dans ce contexte-là, mais il aurait pu s'appliquer dans plein d'autres contextes, en fait, et du coup ça prend énormément de place. J'ai l'impression que c'est pas un film qui est si bien documenté. Enfin, on n'est pas dans une vie quotidienne, quoi. On a l'impression d'être vraiment extérieur à eux,
Alors que c'est dans ce genre de film où moi en tout cas je recherche ça, d'avoir juste l'impression de combattre avec eux. Là j'étais une sorte de fossé quoi. Et du coup par des éléments de scénario qu'on voit dans n'importe quel film en fait, une relation d'amour entre deux personnes qui ne partagent pas la même langue ou la même culture, et dans une lutte commune, ils se tombent amoureux, ils apprennent à se connaître, et puis face à l'adversité ils sont ensemble. Enfin, de toute façon, c'est la tendance Ken Loach aussi, d'une manière générale, que ce soit pour Le Vent se lève, ou c'est le prétexte de la guerre irlandaise, de la guerre civile irlandaise, mais au final ça tourne quand même principalement autour de l'histoire entre les deux frangins. Il y a un autre de ces films là, qui est une espèce de Roméo et Juliette version la petite blonde protestante anglaise qui tombe amoureux du DJ d'origine indienne, hyper tradi, etc. Donc t'as toujours le contexte social, machin, mais qui est toujours avec Ken Loach d'une manière ou d'une autre romancé quoi. Romancé, puis du coup la critique sociale se fait toujours par le biais d'une romance, par le biais d'une narration quoi. Avant tout la narration sur le contexte quoi, et pas le contexte avant la narration. Et peut-être que Ken Loach se retomberait dans sa tombe s'il était mort, parce que je pense que ce qu'il veut faire c'est quand même plutôt l'inverse. C'est précisément vouloir en utilisant disons les codes du cinéma commercial, du cinéma grand public, toucher le plus grand nombre en introduisant justement en introduisant des éléments de lutte sociale, de lutte historique, et en faisant passer la pilule avec des histoires d'amour. Donc je pense que pour lui c'est plutôt l'inverse que ce que tu présentais tout à l'heure. Hein. Ouais, enfin n'empêche que ça pleure beaucoup, il y a beaucoup de morts dans ce film, mais moi ça m'a jamais touché, ou jamais atteinte. Je trouve que c'est facile en fait de faire passer du. C'est pas révoltant comme film. Ouais, non, pas du tout. T'as pas envie de tout casser à la fin, quoi. Ouais. Et puis je sais pas, c'est juste jouer sur l'esthétique pathétique sans forcément transmettre beaucoup d'émotions, en tout cas pour moi. Trop de pathos tue le pathos. Exact. Ouais. Et du coup. Pour venir un petit peu contredire l'effet Ken Loach, on va dire qu'on a choisi un autre film, donc qui est La Commune de Peter Watkins. La Commune 1870. Très bien, je note. Réalisé en 1870. En fait, il était déjà sur le coup. Le film montre l'équipe qui filmait La Commune à l'époque, avant même que les caméras n'existent. Le journal de l'équipe a filmé. Oui. C'est La Commune. En fait, ça a été commenté comme une retransmission sportive à l'époque. Yes. Non, bon, pas du tout. Je vais te laisser parler, Jerry Can, du coup, un petit peu de ce film. Jerry. Yeah. Tant d'attente. Jerry Can. Trop de suspense, vas-y. On a déjà attendu 13 minutes Jerry Can. Arrêtez de dire mon pseudo. Du coup, je crois que Jérôme nous a préparé un petit extrait. Alors, je vais juste présenter le film très vite fait. C'est le dernier film en date de Peter Watkins. C'est un film collectif qui est sorti alors Jérôme, 1999, il a été diffusé 99 ou 2000 sur Arte. Ouais, c'est ça, il a été diffusé sur Arte une première fois, et puis plus tard il est ressorti au cinéma dans une version tronquée. C'est ça, sorti en DVD en 2003. Ouais. C'est un film à l'instigation de Peter Watkins qui a fait des thèses sur les médias de masse et donc qui a théorisé la monoforme. Peut-être que tu nous en parleras, Jérôme, tout à l'heure de la monoforme. On en parle après l'extrait. Ouais. Donc vous saurez ce que c'est assez vite. Et donc là, c'est un film qui vient retracer les événements de la Commune par tout un dispositif. Donc c'est un film fleuve qui dure quelque chose comme 4 heures. 5h45. 5h45, même. La version voilà. Il est en deux parties en fait, ce film. Et donc on va en écouter un petit extrait. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes fiers et heureux de vous présenter donc notre première émission. Notre émission que nous allons appeler Télévision communale, parce qu'on parle beaucoup de communes en ce moment. Nous allons peut-être avoir quelques problèmes techniques, parce que nous manquons de moyens pour l'instant. Je me présente citoyen Gérard Bourlet. Et citoyenne Blanche Capelier. Donc avec nous, nous avons le reporter au Père du Chêne, Joachim Rivière. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fictif? Complètement fictif. Si je suis présent dans ce film, c'est pour témoigner de l'importance de la presse écrite dans le processus révolutionnaire de la Commune. Le Père du Chêne est interdit depuis 10 jours à peu près? Oui, en effet, le général Vinoy a interdit le Père du Chêne il y a une dizaine de jours. Mais avec l'arrivée du comité central à l'hôtel de ville, nous comptons reprendre nos publications dès demain. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Général Dombrowski, Colonel Okorovitch. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on est venu ici aider les Français dans cette lutte contre la tyrannie et continuer la guerre que nous avons commencée il y a des années en Pologne. Télévision nationale Versailles, Laurent Duchampotty, bonsoir. Henri Gauthier, bonsoir. Bonsoir Henri. Bonsoir. Alors ce soir, un nouveau sujet d'émission spéciale, sujet très controversé, les étrangers. On sait que le parti de l'étranger a joué un rôle déterminant dans le mouvement insurrectionnel. On me parle de ces noms accouchés dehors qu'on entend dans la commune. Ils viennent de partout. Dans toutes les réunions, dans tous les groupuscules, il y a des étrangers partout. C'est pas compliqué. Donc, si on regarde au niveau de la garde nationale, c'est infesté de Polonais. Oui, c'est Dombrowski, Krapilinski, Otlowicz et tous les skis de la Terre. On ne sait pas tous les skis de la Terre, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire là. En tout cas, ils n'ont pas l'air de faire très bien leur travail, de toute manière. Ah, voilà, de belles paroles. Donc, pour vous recontextualiser ce qui vient de se passer, ça c'est un extrait du film. Du coup, c'est un film qui a été tourné en de longs plans séquences de 30 minutes, je crois. Et donc qui a été remonté plus tard pour les besoins du film avec des acteurs en fait qui ont fait le travail de scénario et de dialogue en travaillant autour de la commune qui est quand même un élément assez occulté de l'histoire française dont on ne parle pas vraiment à l'école, donc des gens qui ont dû se mettre un jour un peu, c'était leur travail avec qui a été demandé par le réalisateur en fait de se mettre à jour sur les événements et d'en faire leur interprétation pour venir jouer des personnages en fait qui seraient assez proches d'eux-mêmes et faire un travail sur eux-mêmes à la fois que sur l'histoire du coup. Donc c'est un film qui est finalement très contemporain parce qu'il parle beaucoup de thématiques de lutte qui sont actuelles au début du XXe siècle. C'est-à-dire que donc à la fois effectivement parmi les acteurs il y a de nombreux militants en fait, des gens qui étaient des militants pour défendre les sans-papiers ou pour tout un chose comme ça. Il y a des gens de droite aussi. Il y a des gens de droite aussi qui jouent les Versaillais ou les bourgeois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il introduit quand même quelque chose qui est un tout petit peu décontextualisé, qui est la télévision quand même. Donc là il y a quand même un élément il introduit la télévision pour faire une critique des médias. Globalement, il y a un discours sur les médias aussi, Simon. Oui, tout à fait. Oui, c'est les deux pans du film en fait. Un discours sur l'histoire, un discours sur les médias. Alors, tout ça est éminemment politique. Sur la monoforme, je ne sais pas si on peut donner, parce que précisément, je sais pas s'il a écrit ça en pensant à Ken Loach, mais je vais lire un petit extrait de ce que dénonce Peter Watkins, c'est la monoforme. Alors, ce qu'il appelle la monoforme, c'est le mitraillage dense et rapide de sons et d'images, la structure apparemment fluide, mais structurellement fragmentée, qui nous est devenue si familière. Ce dispositif narratif est apparu lors des premières années de l'histoire du cinéma, avec le travail novateur de Griffiths et d'autres qui ont développé des techniques de montage rapide, d'action parallèle, d'alternance entre des plans d'ensemble et des plans rapprochés. Alors là, c'est carrément, c'est aussi Eisenstein aussi qu'il dénonce et qu'il combat finalement avec cette monoforme. Tout à fait. Il s'est même dénoncé lui-même dans le bouquin qu'il a écrit. Oui, une autocritique. Voilà, bon, mais il a réussi à faire un peu son autocritique parce qu'il dit que lui-même, en fait, en venant faire interroger les gens qui avaient préparé des choses, en fait, à dire, qui sont des acteurs à ce moment-là, en venant les faire interroger par d'autres acteurs qui sont les journalistes du film. Il y a aussi une part de fragmentation, de morcellement, puisque finalement on tend le micro pendant 30 secondes à un tel boulanger, puis à une telle autre personne qui en fait n'ont pas tant le temps que ça de former quelque chose, mais force est de constater que un ensemble se forme quand même. Peut-être juste pour terminer sur ce qui est intéressant sur ce film, c'est que les acteurs qui ont participé au film, eh bien, à la suite du tournage, ont créé une association qui s'appelle Autour de la Commune et qui ont porté les diffusions du film, qui ont organisé des rencontres et qui ont continué de faire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique qui a été amorcée par le film et qui s'est continuée pendant de nombreuses années à la suite du film. Tant mieux. Ils ont pu trouver distribuer 5 heures de film dans les salles. Oui, organiser des débats et même organiser des rencontres. Il y a des salles qui ont des couilles.
Disons qu'en tout cas, la démarche de Watkins, elle est globale et elle est quand même assez cohérente parce que, donc, pour ceux qui verront le documentaire de Mariana Otero, il y a un intervenant qui dit que pendant la Commune, ils ont cassé toutes les montres. Bah, c'est un peu ce qu'a fait aussi Watkins avec son film de 6 heures. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, on va faire une petite pause avec une création originale de Cantus Corvi qui s'appelle Libertalia. N'hésitez pas à chanter, c'est vraiment génial. Allez, à tout à l'heure. Sur le vieux port du Havre, la nuit est froide et minuit sonne. Quand nous montons sur la Victoire derrière le capitaine Misson, prêt à braver l'inconnu, sur l'océan nos cœurs frissonnent. Sur nos vies, nous ne serons jamais plus les esclaves de personne. Fallait-il qu'on soit fou ou diablement désespéré pour ranger nos sabres derrière un sous-off et un curé? Avons doublé le cap homme, ni la baronne aurait vogué au large de l'île Rouge jusqu'à la belle liberté. Tous aux armes, camarades, flibustiers et parias, n'ayons plus jamais peur de la corde et du trépas. Car si demain l'on meurt, transpercés au combat, ce sera pour ton honneur. Libertalia, hommes libres, nous étions anciens esclaves et mutins, tous égaux devant Dieu et pour le partage du butin. Pour l'amour d'un vie vrai, combien d'est notre putain, on finira la baille ou dans la boîte à sapin. Sitôt appareillé sous le soleil de Madagascar, nous avons troqué nos mousquets pour des charrues et des goyards. Nous avons vite fait ressortir, car on va chercher la bagarre. Les hommes libres n'ont de répit que dans la mort ou la victoire. Tous aux armes, camarades, flibustiers et parias, n'ayons plus jamais peur de la corde et du trépas. Car si demain l'on meurt, transpercés au combat, ce sera pour ton honneur. Libertalia. Hey! Hey! Portugais 120, fort de 5 navires de guerre, sûr de bientôt boire notre vin et s'approprier notre terre. On lui a fait tomber dessus le feu de l'enfer sur la mer et renvoyer tous ces bouffeurs de brouille au Saint-Père. Nous navires, on les saborde, des veaux, des crênes ou des brisons, plus de 100 fois l'épée que la corde et la corde que la prison. Mon Dieu et la liberté, c'est en plein cœur que nous visons. Peu nous importe la mort, nous c'est nos rêves que nous vivrons. Tous aux armes, camarades, flibustiers et parias, n'ayons plus jamais peur de la corde et du trépas. Car si demain l'on meurt, transpercés au combat, ce sera pour ton honneur. Libertalia. Assassin, vous nous dites gens d'église aristocrates, mais la faute à qui s'il la vie a fait de nous des pirates. Dans toutes les grandes villes du monde, la fin s'étend, la guerre éclate, les miséreux forment la fronde contre vos robes écarlates. Tous aux armes, camarades, flibustiers et parias, n'ayons plus jamais peur de la corde et du trépas. Car si demain l'on meurt, transpercés au combat, ce sera pour ton honneur. Libertalia. Hey! Hey!
Bon retour sur Pulsar dans le Strass en moins, et donc on arrive à la deuxième partie consacrée au documentaire. Donc on va parler du Fond de l'air est rouge de Chris Marker ainsi que d'Eau argentée et de Taranis dans cette partie. Donc un premier mot sur le Fond de l'air est rouge, donc qui a été diffusé en 1977, sous-titré Scènes de la Troisième Guerre mondiale 67-77. Donc ça retrace un petit peu toutes les luttes et les combats qui ont eu lieu pendant cette décennie. Pour ce documentaire, Marker fait usage d'images inédites d'autres réalisateurs. Donc son travail consiste avant tout à, on va dire, un découpage, au montage et un travail d'écriture de la voix off. Le documentaire est découpé en 4 grandes parties qui correspondent aux 4 temps forts des luttes de 67 à 77, avec Cuba, Vietnam, Prague et Santiago. Donc d'un côté, on a 2 pays pauvres contre l'impérialisme américain, et de l'autre, les tentatives de la mise en place d'un socialisme démocratique, renversé à Prague par les forces de l'URSS et renversé au Chili par les États-Unis qui ont soutenu le putsch de Pinochet. Donc, c'est un film qui nous a tous enthousiasmés, je pense que je peux le dire sans problème. C'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas, quelqu'un veut commencer par dire quelque chose ? J'ai pleuré, moi. T'as pleuré ? Ouais, t'as chialé, ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est que la première partie commence sur des images du cuirassé Potemkin qui sont mises en parallèle avec donc des images d'émeutes dans différents pays, en fait, de sorte de climat pré-révolutionnaire qu'il peut y avoir dans les années 60 et qui est mis en parallèle. En fait, il reprend aussi la technique du montagne d'Eisenstein avec le climat pré-révolutionnaire qu'il pouvait y avoir dans la Russie tsariste des années 1900. Il fait énormément de montages parallèles, d'ailleurs, un peu comme Eisenstein aimait bien le faire parfois. Il y en a beaucoup à des moments où il y a un tel type, représentant politique américain, qui dit un truc, et puis un petit plan qui vient totalement contredire la phrase de cet impérialiste. Mais du coup, c'est pas forcément un montage parallèle, c'est du montage. C'est du montage, mais finalement, c'est 2 unités de temps différentes à chaque fois. Du coup, moi j'avais une question. Est-ce qu'on peut parler de documentaire là par ce film ? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait le définir, sachant que, alors il y a des images de fiction, enfin des Einstein. Il y a aussi un travail un peu sur la poésie. Moi, je trouve quand même, rien qu'avec le titre et puis avec la fin avec cette chasse au loup là qui est absolument incroyable. Enfin, j'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le voir. Je pense que c'est vraiment chouette. Donc je sais pas. Documentaire, oui, je pense, parce que même quand c'est des images de fiction, que ce soit Einstein ou autre, elles sont pas utilisées pour leur première utilité, qui était celle d'Eisenstein, de diffuser son film, etc. Elles sont utilisées dans un second temps pour en faire une critique, pour utiliser en tant qu'image poétique ou autre. Donc, de fait, les images qui sont utilisées, qu'elles soient fictionnelles ou d'archives ou documentaires, sont de l'ordre du documentaire, puisqu'elles sont un document de ce qui a été une réalité ou de ce qui a été le récit d'une réalité à un moment. Et puis après, effectivement, pour la question de la poésie, je pense que et ça c'est tout le cinéma de Chris Marker, tendance à la Rennais, tendance nouvelle vague et tout ça, mais clairement, et je pense que c'est là aussi où c'est une assez bonne illustration de la critique de la monoforme, d'une non-monoforme selon Watkins, de justement venir renverser un petit peu l'utilisation des images habituelles pour venir les mélanger à des voix off poétiques, pour venir faire se rencontrer des images qui a priori n'avaient pas forcément vocation à être rencontrées aussi. Donc je pense que, en tout cas, le cinéma de Marker, d'une manière générale, je pense que c'est ça. C'est et d'où l'intérêt de l'image d'archive, qu'elle soit fictionnelle ou documentaire, c'est de venir faire une espèce de gros brouhaha de toutes ces images-là et d'en faire ressortir des formes, d'en faire ressortir des pensées critiques, etc. Du sens, même. Et du sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un cinéma de propagande, on est dans un. C'est un film qui est un film d'analyse en fait. Donc c'est ça. Et un film qui est très critique aussi, même si c'est un film quand même clairement de gauche, parce que c'est du côté clairement des personnes qui luttent et qui sont quand même à gauche, communistes ou socialiste, si on peut dire, mais le film se permet vraiment une vraie critique de fond aussi, qui n'est pas sans douleur par ailleurs, mais qui est quand même plutôt honnête par rapport à ça. Donc oui, pas de propagande. Romain, tu voulais dire Non, oui, effectivement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on c'était vraiment génial. Merci. C'est qu'on est dans un, effectivement, dans un film qui arrive après coup, donc qui est pas un outil de lutte direct, qui est plus un outil d'analyse. Mais alors, Marker, par contre, a aussi fait des films de lutte, puisqu'on peut parler très rapidement des groupes Medvedkin dans les années, donc en 67, un groupe d'ouvriers demande à Marker des films pour passer aux ouvriers pendant la grève, donc des usines de l'usine Rodiaceta à Besançon, et donc Marker amène des bobines de films et amène aussi sa caméra, et bien il y a des collectifs donc de techniciens du cinéma et d'ouvriers qui vont se créer et qui vont produire des films de lutte directement. Donc on voit bien qu'il y a à la fois chez Marker une volonté de produire des films d'analyse, de réaliser des films d'analyse qui vont servir à peut-être construire les mouvements d'après, et puis avec les groupes Medvedkin aussi des outils de propagande, de lutte, et surtout permettre aux ouvriers de se réapproprier l'outil cinéma. Ok, merci. Et donc on passe à Eau argentée, qui n'est pas sans intérêt par rapport justement au fond de l'air et rouge sur notamment la forme. Donc Vin Gasoil, est-ce que tu veux nous en dire un mot s'il te plaît? Oui, effectivement, sur la forme, on retrouve des images d'archives, mais cette fois-ci, ce sont des images d'archives prises par le téléphone des témoins de la guerre civile syrienne, le régime de Bachar al-Assad qui martyrise son peuple. Le réalisateur, enfin les deux réalisateurs, le premier Oussama Mohamed, depuis Paris, a récupéré donc ces vidéos prises par téléphone pendant les conflits sur YouTube, et William Sinav Berdiksan, une Syrienne depuis Homs, communique avec Oussama depuis Paris, et elle, avec sa caméra, filme le siège de Homs de 2011 à 2014. Oui, donc c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment touché dans ce film, mis à part les images vraiment trash et dures de la population qui est torturée, tuée par les soldats, les militaires. Il y a on voit vraiment la position de la victime, et on n'aimerait pas y être, et c'est toute la difficulté d'Oussama Mohamed qui est à Paris et qui veut être en Syrie et qui n'a jamais vu en fait la Syrie et le combat syrien. Il sait pas ce que c'est. Une petite précision en fait, oui. Donc un des réalisateurs vivait en Syrie et en fait il s'est rendu à Cannes pour présenter un court-métrage, et suite à sa visite en fait en France, il devait rentrer et il peut pas en fait. Enfin, clairement, il explique dans le film que c'est impossible pour lui, que tous les jours il se dit demain j'y vais, demain je rentre, et en fait il peut pas, il y arrive pas, il est complètement paralysé par cette idée-là, parce que il sait ce qui l'attend et les atrocités qu'il risque d'endurer en rentrant, quoi. Merci pour cette précision Eva. Effectivement, il ne peut pas rentrer. Et c'est vrai que quand on voit ces images, on le comprend, mais justement, lui, il est dans une position de lâche, en fait. Il abandonne ses frères, mais voilà. Je sais pas si c'est de lâche, lui, il s'en veut. Il peut considérer ça un peu comme de la lâcheté. En même temps, pour revenir sur le film... moi je trouve que ce film en fait renvoie aux Occidentaux une image que ils essayent d'occulter, et du coup c'est pour ça que je trouve vraiment très intéressant aussi, parce que c'est des choses que on va pas voir, on va entendre parler de frappes en Syrie ou de je ne sais quoi, mais on va jamais voir un peuple mutilé comme ça, à part peut-être un peu sur internet, mais en tout cas pas dans nos informations, pas dans nos médias classiques. Et du coup ce film là a eu une diffusion sur Arte, ce qui est quand même pas si anodin en fait pour un film. Et puis ce que nous dit aussi ce film, c'est qu'on ne peut plus ne pas voir en fait maintenant, parce que étant donné que ce sont que des images qui sont prises sur YouTube en fait, et revisitées, c'est-à-dire qu'on peut plus se cacher la face, quoi, se voiler la face, quoi. On est obligé de les voir, et là en plus il y a un montage qui est fait, d'autant plus, et qui est diffusé sur la télé. On peut plus. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que précisément un siècle précédent, en 1917, il n'y a pas d'image de la guerre, de la lutte, et là, ce sont des images qui sont prises
quasiment en direct, diffusées en direct sur YouTube par les victimes et par les bourreaux aussi. Par les bourreaux aussi, et c'est-à-dire que ces images amateurs qui sont prises avec des téléphones portables où on voit des choses extrêmement difficiles sont aussi des outils de la guerre en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce film, enfin qui est intéressant, qui est très dur. Et effectivement, ce que tu disais, c'est on ne peut pas ne pas les voir. Et pourtant, il y a beaucoup de gens ne les voient pas. On ne les voit pas. On va pas spontanément les chercher sur Internet. Donc voilà, ça pose aussi la question de comment on fait des films maintenant dans un environnement saturé d'images en fait où effectivement il y a une telle profusion que comment choisir ce qu'on regarde, comment c'est accessible sur YouTube. Voilà. En fait c'est ça, c'est que les deux réalisateurs révèlent ces images-là, quoi. Il les extrait de tout ce miasme-là. Et finalement le cinéma ça reste un travail de montage en fait. Il y a une continuité sur ce qu'on voit sur un siècle, sur tous les films dont on parle, c'est le montage qui crée l'objet cinématographique. Si dit la réalisatrice, c'est ses propres images. Contrairement à Oussama Mohamed qui lui a fait un montage un peu à la marqueur on va dire et a ajouté sa voix off. Mais elle vraiment c'est elle qui a filmé, donc on voit vraiment son parcours là pendant les 3 ans, enfin son parcours, les conditions de vie absolument affreuses dans la ville de Homs assiégée. On va parler maintenant des captations. De Taranis, non Exact. Ouais. Vous êtes contents? Tout le monde est content. Tout le monde connaît Taranis. Taranis. C'est quoi Taranis? Tout le monde ici. Donc c'est The Fuel Monty qui va nous parler un petit peu de Taranis. Donc vas-y, parle-en. J'ai pas envie. T'as pas envie? Très bien. Non, mais tu vas le faire très bien, j'en suis sûre, c'est pour ça. Je vais essayer. Alors, Taranis News, parce qu'il y a le news à la fin. Donc, c'est une entreprise de journalisme indépendant qui a à peu près une dizaine d'années, je pense. Enfin, les premières vidéos qui sont accessibles sur Internet, ça date de 2007-2008. C'est une start-up. À peu près. C'est un peu tendance start-up Macron. Ouais. Et donc, au début, ils étaient très liés au mouvement festif, que ce soit les teufs, les transmusicales, Arène, etc. Puis, très rapidement, ils se sont inscrits clairement dans les mouvements de lutte, tendance ultra-gauche quand même, donc les ZAD, très très fortement la loi travail en 2016 où ils étaient là tout le temps, et d'autres mobilisations, type celle de la jungle de Calais, etc., etc. Donc eux, ils sont vraiment... c'est vraiment du cinéma contemporain, dans le sens où c'est cinéma YouTube. C'est ça que j'appelle contemporain, c'est que pour moi, ça part de l'Internet comme premier média, et donc des internautes comme les premiers... récepteurs du journal, enfin des images. Et donc eux, c'est clairement depuis quelques années des journalistes, et notamment Gaspard Glantz qui est le directeur, enfin le journaliste principal de Taranis. C'est un journalisme qui dérange parce que déjà, il s'intéresse à l'ultra-gauche, donc les anards, les zadistes, les altermondialistes. Ils connaissent très très bien le droit journalistique, donc c'est des gens qui... Et le droit de manifestation aussi, donc c'est des gens qui sont à la recherche, entre guillemets, ou en tout cas dans l'attente des bavures, dans l'attente des failles du système répressif policier, des mécaniques policières, de comment aujourd'hui se constituent les manifestations, comment sont gérés les manifestants, comment sont gérés les CRS, etc. Donc c'est vraiment des journalistes qui connaissent tous ces points-là et dont la démarche va être vraiment de venir en tant que témoin d'une manifestation ou d'un événement, révéler ces différents processus, que ce soit du côté des manifestants, donc notamment des Black Blocs, mais aussi du côté des CRS. Et donc c'est à eux qu'on doit, mais pas que, mais... la révélation qu'il y avait des flics parmi les casseurs pendant les manifs contre la loi travail, qu'il y avait des milices ou même des CRS qui se présentaient en manifestation ou durant des opérations sans matricule, ce qui est quand même très très grave en termes de droit. Et donc voilà, donc juste pour la petite anecdote, Gaspard Glantz, lui, s'est fait arrêter à Calais, donc pendant qu'il était en train de traiter le sujet là-bas, pour vol de talkie-walkie, a priori.
C'est ce qu'ils disent. What? Donc il aurait trouvé un talkie-walkie dans la jungle et il s'est fait arrêter pour ça. C'est pas important parce que s'il tombe sur le canal des flics, il peut avoir des informations secrètes. Il peut même en transmettre de fausses. Il peut aussi en transmettre des fausses. Bien sûr, c'est une grave atteinte à la sécurité des gens. Il peut le lancer aussi. Oui, c'est vrai qu'il peut lancer le talkie-walkie, ça fait très mal. Pas autant qu'une bombe. Ça fait plus mal qu'un jet de feuilles mortes et pourtant il y a un mec qui a été condamné pour ça. Ça vous fait rire ma chère Eva, mais oui, quand même, c'est condamné à 500 balles d'amende plus frais d'avocat pour jet de feuilles mortes sur les flics, c'est quand même. Et on pourrait en arriver à notre chère Katia Lipovoy locale qui a failli agresser 3 flics. Bref, du coup, pour continuer sur Gaspard, donc il a été astreint en résidence pendant un petit moment, et donc dans ses différentes gardes à vue, on lui a très très bien fait comprendre que son jugement venait d'en haut, quoi. Donc le fameux en haut, il est difficile de le localiser, mais en gros, c'est le gouvernement, j'imagine, ou en tout cas le ministère de l'Intérieur, etc. Donc pour parler un peu du travail esthétique, donc c'est un cinéma très très brut. Sans texte la plupart du temps, ou sinon c'est des interviews, mais c'est vraiment très très rare. Et donc eux, ils se placent au cœur des événements, au cœur des foules, au cœur à la fois des CRS ou des policiers, mais aussi des manifestants, etc. Et donc ils vont se faire les témoins. Là, je mets des grosses guillemets parce que c'est compliqué, mais objectifs de ces événements-là, dans la mesure où ils vont filmer énormément d'images. En fonction de l'endroit où ils sont et en fonction de ce qui se passe devant leurs yeux et devant l'objectif, et ils vont donc se sortir des vidéos derrière de ces événements-là, et c'est des vidéos qui sont très longues, qui font une moyenne de 15 minutes, ce qui est quand même assez rare dans le cinéma YouTube. D'autant plus qu'il n'y a pas d'interview, c'est-à-dire que c'est 15 minutes d'images brutes, quoi, de sons et d'images de manifestations. Et donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, à mon sens, si Chris Marker était encore parmi nous aujourd'hui, il est mort. Il est mort. Il n'y a pas si longtemps. Et s'il était encore plus parmi nous dans 10 ans, peut-être que c'est aussi de ces images d'archives, enfin de ces images de Taranis, mais aussi celles de Haut Argenté, qu'il utiliserait pour raconter cette période-là, la période des années 2010. Voilà. Et moi, ce qui me plaît dans Taranis News, c'est le côté citoyen de ce cinéma, comme le côté citoyen de Haut Argenté, dans le sens où c'est les gens qui sont là, et les gens qui font les images et qui les montrent, et c'est les gens qui les reçoivent sur YouTube. Merci beaucoup, The Fuel Monty, c'était bien. Non? Alors? Je dirais pas quand tu le dis, mais. Si. Moi j'ai kiffé. Tu me fais passer pour ce que je ne suis pas. C'est beau. Juste ton intonation c'est intéressant. Mais c'est pas grave. On parlera de ça plus tard. Il n'y a pas besoin de transition pour parler de l'Assemblée. Donc on va passer à la troisième et dernière partie. J'y viens, c'est Jérôme, avec un point sur l'Assemblée de Mariana Otero. Oui, et donc le 31 mars 2016, à la suite d'une énième manifestation contre la loi El Khomri, un appel est lancé à rester et à occuper la place de la République à Paris. C'est la naissance de Nuit debout, et la cinéaste documentariste Mariana Otero est présente sur la place ce soir-là, comme des milliers d'autres citoyens. Et dès le lendemain, elle revient avec une caméra, et elle restera, contrairement à beaucoup d'autres caméras, elle, jusqu'au bout, jusqu'en juillet, filmer ce qui se déroule sur la place. Alors, elle a choisi de s'attacher à la commission démocratie sur la place, chargée de réfléchir et d'organiser les débats, les AG, les modalités de circulation de la parole. Donc, le film s'appelle L'Assemblée. Il est sorti le 18 octobre dernier, et j'ai pu rencontrer Mariana Otero à l'occasion d'une projection débat au TAP, au cinéma TAP Castille, à Poitiers. En 15 jours, on n'est pas d'accord sur quelle société on veut. Si on est anticapitaliste, anti-ceci, tout ça, ça débat. Et ça doit débattre, et c'est normal, il faut du temps. Donc, pas de vote. Le fait de voter, de discuter, de donner un avis consultatif à un moment M, c'est intéressant, c'est déjà bien. Les assemblées peuvent avoir plusieurs objectifs. Décider, proposer, organiser, débattre, rendre compte. Qui aurait dit il y a un mois
qu'on aurait pu se poser devant ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette fausse Assemblée nationale une Assemblée populaire, improvisée avec un mégaphone. C'est un véritable changement de système dont on a besoin. Est-ce que c'est un film de lutte ? D'une certaine façon, oui, parce que la lutte, c'est aussi se réapproprier la parole, c'est aussi se réapproprier les mots, c'est aussi c'est la pensée, se réapproprier la pensée et à travers ça une forme de pouvoir et de citoyenneté. Donc oui, c'est un film de lutte, même si effectivement l'objet de la lutte est un peu diffus puisque c'est la loi El Khomri et son monde, même si ça passe pas forcément par l'action. Ouais, pour moi, c'est un film de lutte. Est-ce que pour toi ce film est différent des films précédents que tu as fait ? Et en quoi, si c'est le cas ? Alors non, pour moi c'est vraiment la continuité, hein. J'ai vraiment eu l'impression, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai filmé, c'est à la fois parce que j'ai eu l'impression de voir quelque chose d'inédit, mais en même temps c'est parce que ça faisait complètement écho à mes préoccupations, puis à ce qui moi me fascine, c'est-à-dire là j'avais l'impression qu'un collectif était en train de se réinventer des règles, et moi c'est ça qui m'intéresse, voilà, que ce soit la loi du collège, où je filme un collège, essaye de voir quelles sont les règles qui font fonctionner, ou que ce soit dans Entre nos mains, une entreprise qui se transforme en coopérative. C'est comment en changeant les règles de fonctionnement de l'entreprise, finalement ça change, ça les émancipe, ça émancipe les ouvrières de l'entreprise, ou que ce soit à ciel ouvert, ou c'est un lieu qui s'invente en fonction des enfants et non pas qui essaye d'imposer les règles aux enfants. Enfin voilà, à chaque fois c'est quand même quelque chose c'est quand même ça qui me passionne. Et là forcément ça m'a interpellée puisque c'était des gens sur une place qui essayaient de réinventer voilà, sans représentant, sans chef, essayer de réinventer une manière de fonctionner où chacun serait l'égal de l'autre, quoi, dans une forme d'horizontalité, voilà. Donc forcément ça. Et puis il y a aussi la parole qui est quelque chose qui moi, non pas que j'aime la parole pour la parole, hein, le silence ça peut être très bien. Par contre, ce auquel je crois beaucoup, c'est le cadre qu'on donne à la parole, c'est la nécessité de donner un cadre, que ce soit cinématographique comme dans Histoire d'un secret, quand je donne un cadre à ma famille pour pouvoir raconter un secret, ou que ce soit voilà, dans Entre nos mains où on offre un cadre en changeant justement l'entreprise en coopérative, où là justement il y a sur la place de la République il y a un cadre qui est apporté qui permet aux gens de parler et de s'écouter, quoi, avec des systèmes de signes, un temps de parole, etc. Enfin il y a toute une organisation qui permet à la parole citoyenne d'advenir, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment la parole peut surgir à un moment donné si on lui donne les conditions de pouvoir surgir, quoi. Vous m'entendez là ? Ouais. Voilà. Ouais. En fait, la modération, je parle par rapport aux indignés, on a quand même une expérience qui date depuis 2011. Et c'est vrai qu'on tourne pour deux raisons. La première, c'est par rapport au pouvoir. Pour pas garder le pouvoir sur des yeux qui se briquent sur une personne, on tourne. Après, la deuxième raison aussi, c'est pour éviter des stress. Voilà. Et aussi en début d'AG. En plus de rappeler les signes, il y a un truc que depuis le début, on n'arrive pas à faire. C'est que les gens applaudissent. Quand ils applaudissent, ils ne permettent pas à suivre l'AG sereinement. Ça veut dire c'est rappeler chaque fois qu'on fait... On ne fait pas les signes comme ça pour faire des signes. On fait les signes, c'est pour permettre le silence et la concentration sur tout ce qui se dit. Voilà, ça aussi c'est bien de le rappeler. Voilà. Ok. Bon, ça fait 6 jours que je viens ici et c'est la première fois aujourd'hui que j'arrive à faire quelque chose de concret. Entre autres ce matin, donc on a fait un atelier mégaphone. Il y a mon camarade qui travaille avec moi qui l'appelle l'atelier porte-parole. Ce signe-là, cet outil-là, il a été inventé par les Grecs qui ont inventé la République et la démocratie. C'est donc un porte-parole. Bon, on n'est pas là pour ça, d'accord. Moi, mon métier, c'est la parole. Ça fait 6 jours que je suis tellement ému que je suis incapable de parler. Quand on filme une lutte comme ça ou un mouvement, est-ce que on filme, ou est-ce que toi tu filmes pour le présent ou est-ce que tu filmes pour le passé ? Tu as dit que tu avais commencé à faire au départ à publier des petites vidéos YouTube. Ouais. Alors oui, au départ c'était plus pour le présent, c'était plus pour être active et que les gens voient et ça leur donne envie de venir, etc. Et puis qu'ils aient un témoignage qui soit différent de celui des médias. Ça c'était voilà. Et puis après j'ai plutôt filmé pour le futur. Enfin, c'est-à-dire l'idée que dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé en 2016, qui est un récit, qu'en fait ce récit, il soit pas que justement celui des médias, mais qu'il soit aussi celui d'une cinéaste où je propose
une interprétation et un récit Nuit debout, qui est le mien, mais j'ai l'impression quand même qu'il est quand même pas mal partagé. Enfin, quand les gens voient qui ont participé, ils reconnaissent quand même beaucoup de choses. Voilà, qu'il y ait un récit qui soit proposé, qui organise un peu du début à la fin, qu'est-ce qui a pu traverser ce mouvement. C'était quoi Nuit debout au fond. Voilà, j'ai essayé de proposer un récit qui réponde à cette question. C'est ma petite participation au mouvement d'une certaine façon. Du coup, quand tu as sorti ta caméra, est-ce que tu considères que tu es sorti du mouvement, toi, quand tu as commencé à filmer Oui, un petit peu. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'est ma façon à moi de militer, c'est de faire des films. Enfin, de militer sans faire des films militants au sens qui défendraient une cause. Au contraire, moi, j'aime bien la complexité. J'aime bien que voilà il s'agit pas de faire de la propagande et voilà. Mais donc c'est ma façon à moi de militer, c'est de faire des films. Donc en faisant un film, je peux pas dire que je sorte absolument du mouvement. En même temps, un petit peu quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même une position qui est pas. J'interviens pas. Je peux pas intervenir. Je peux pas à la fois faire un film et intervenir. C'est trop compliqué. On n'est pas du tout dans la même disposition d'esprit. Filmer, ça nous met dans une écoute, une attention comme ça très grande où il faut. Et la réaction qu'on doit voir, c'est pas une réaction pour répondre à ce qu'on a entendu, mais c'est pour faire le plan qui va permettre de raconter ce qu'on a entendu, etc. Donc c'est tout à fait différent. Mais n'empêche que c'est ma manière à moi de militer, quoi. Ouais, d'une certaine façon, c'est l'outil qui va permettre de prolonger ce qui a été commencé, quoi. Et ça, vraiment, je l'ai vraiment conçu à la fois comme une trace et comme un outil dont j'espère, par la suite, peut-être maintenant, mais plus tard aussi, les gens vont s'emparer pour se dire, on a fait, comment on peut aller plus loin, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est comme ça que je l'ai conçu. On demande aux commissions qui s'expriment de ne pas s'exprimer si elles n'ont pas une chose très importante à dire. Il y avait la commission climat dont on m'a signalé la présence qui voulait s'exprimer. S'il y a d'autres commissions, rapprochez-vous. On n'a pas d'ordre du jour, ça va être qui est là va prendre la parole. Vous savez comment on dit on passe, on a compris. Ok. Vous savez comment on dit on se calme. En fait, non, j'avais pas vraiment de modèle, en fait. Bien sûr, j'ai vu les films de Chris Marker en particulier qui sont magnifiques et tout ça, mais j'ai pas essayé de faire à leur manière à eux. J'ai essayé de faire plutôt un peu, ma manière à moi, qui est toujours d'essayer de filmer les scènes de manière à faire surgir les contradictions. Typiquement la commission où ils se disent il y a plein de commissions, comment on va faire, il faut bien donner le temps de parole à chacun, machin et tout, puis que juste après il y a un gars super passionnant qui dit non mais attendez 2 minutes, c'est le temps d'un Twitter. C'est-à-dire que il y a une chose édite et puis après une autre qui vient contredire ce qui a été dit avant et qui oblige le spectateur à penser et à être dans cette espèce de mouvement, quoi, de réflexion. Et ça c'est toujours un peu, c'est ce que j'aime faire dans tous mes films, donc en fait j'ai un peu reproduit ça dans celui-là, quoi. C'est un symbole, la place de la République. C'est pas uniquement quelque chose où se réunissent des gens qui parlent. C'est un lieu qui a matérialisé le refus d'un monde. Nous apprenons tous ensemble cette démocratie que nous voulons inventer. Et si on dit Nuit debout décide que, tout le monde va nous tomber dessus pour nous dire non, Nuit debout décide pas que. Si on peut pas parler de ce truc en tant qu'unité, on va où ? Donc merci Jérôme pour cette interview, c'était plutôt sympa entre les extraits et les interventions de Mariana Otero. Pour avoir un petit peu participé à Nuit debout, alors certes sur Poitiers et pas sur Paris, moi j'ai bien aimé ce documentaire. Je trouve qu'il est honnête, je trouve qu'il est plutôt humble. Il retrace bien le parcours en fait idéologique, si on peut dire, de Nuit debout, ou en tout cas l'organisation, les tentatives, la fatigue aussi qui s'accumule parce que c'était jusqu'à l'échec, ouais, bien sûr. Parce que c'était quand même tous les soirs, il fallait être hyper mobilisé. C'était tout le temps plus ou moins les mêmes personnes qui faisaient les mêmes choses et il faisait froid et c'était pas forcément évident de s'entendre, de se réécouter, de se répéter et de. C'était pas en hiver non plus. Il faisait franchement froid et le soir, il a beaucoup plu, comme il a été dit pendant Nuit debout, la météo est de droite. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Pierre Gattaz qui a des actions dans la météo. Exact. À l'époque, c'était lui. Non, mais j'ai trouvé ça très bien pour ça. Enfin, sur la difficulté de se fédérer en fait, alors qu'on est tous, que tout le monde arrive avec son individualité, ses pensées, des combats qui sont parfois sur le fond un peu similaires, mais avec des petites différences. Non, moi j'ai beaucoup aimé.
Quelqu'un? Ouais, Oui. non, du coup, moi, c'est ça que j'ai parlé d'échec, mais en fait, non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas forcément un échec, et le film, en fait, il le montre plutôt bien. C'est que la parole, elle a vraiment circulé, quoi, en fait, et beaucoup de personnes qui se sont terrées chez soi, ils ont pu, justement, rencontrer, débattre, et puis ça fait aussi du bien, quoi, voilà, de sortir ça, même si ça n'a pas pris, parce qu'il y a quand même eu au moins 3 mois de possession de la place avec les forces de l'ordre et bon certes la météo et puis au fur et à mesure le mouvement qui s'essouffle et tout ça, au final ça c'est plutôt bien pris en fait. Nuit debout, ça a été peut-être un élan de cette jeunesse bon majoritairement un peu bobo, on va dire ça quand même, mais en tout cas il y a eu une clarification, je pense, dans l'esprit de beaucoup de jeunes. Ouais, et puis c'était une prise de contact avec le politique, en fait, d'une manière générale, je pense, pour beaucoup de personnes. Aussi, ouais, donc, vrai. même si, voilà, ça n'a pas débouché sur quelque chose de très concret, c'était l'occasion, en fait, déjà de parler, de réfléchir à certaines choses, parce que c'était... Nuit debout, c'était contre la loi travail et son monde, donc en fait, on pouvait s'y retrouver sur n'importe quel sujet, en fait, tout ce qui nous animait un petit peu... C'était aussi là, par moments, les prises de bec. Enfin, tout le monde venait avec sa propre lutte, en fait, sa propre conviction, et du coup, il y avait ça traînait un peu, quoi. Les débats traînaient, chacun venait avec son... Ce que montre le film, c'est qu'effectivement il y a des choses qui reviennent, il y a des répétitions, il y a certaines lassitudes, il y a une fatigue, et il y a aussi une fatigue, je sais pas, on a l'impression en voyant ce film d'avoir assisté à une AG un peu, à une grande réunion. Et c'était ça, Nuit debout. Avec un moment à la fin, ça commence à être un peu poussif, et puis on sait plus trop quoi faire, et on n'a pas envie que ça se termine parce qu'on trouve que c'est formidable, mais en même temps on a envie que ça se termine parce qu'on a envie d'aller se coucher. Nuit debout, c'était une grande AG avec quelques actions. Alors si on prend le cas de Poitiers, il y en a eu quelques-unes quand même. Donc entre les manifestations, les péages gratuits et une superbe action à la Poste. C'est la création de plusieurs commissions aussi, voilà. À Paris, il y a une cinquantaine. C'est le travail des commissions qui est très important. Les commissions, c'était de l'AG en fait aussi, de l'Assemblée, du coup un peu moins général, mais non, parce que ce qu'on voit bien dans le film, quoi. Ce qu'on voit dans le film, c'est que les AG sont souvent des moments de parole libre un petit peu qui partent dans tous les sens, et que les AG, précisément, il y a du travail plus structuré avec des gens qui reviennent et qui produisent finalement des outils théoriques ou même des outils pratiques qui pourront être utilisés dans de futures luttes. En fait. À l'échelle de Paris, tu fais une AG, en fait, t'es déjà plus que le nombre... tu fais une commission, je veux dire, t'es déjà plus que le nombre total dans l'AG à Poitiers, quoi. Ah oui, ça c'est ça. Au niveau organisationnel, ça devait quand même être différent, parce qu'à Poitiers, c'était déjà compliqué. Hein. Oui. L'organisation, c'était pas facile. Effectivement. Quelqu'un a autre chose à dire sur Nuit debout? Non, rien du tout. Il faut qu'on finisse, je crois. Oui, effectivement. Donc, un petit point biblio, je pense que ça peut être cool, parce que moi, j'ai eu 2-3 références. Médiacrisis. Pour les... tu vas le dire après, calme-toi. Pour les définitions, moi, j'aime bien aller sur Atilf, c'est le trésor en ligne de la langue française, c'est plutôt pas mal. Pour Le fond de l'air est rouge de Chris Marker, il y a un article sur le monde diplomatique d'Ignacio Ramonet qui est franchement bien. Pour Taranis, après, il y a un Facebook et le site. Ils ont un site internet Taranis News et une chaîne YouTube, un compte Facebook. Ils sont modernes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Et Jérôme, je crois que tu as un livre aussi sur Watkins. Alors, c'est un livre de Peter Watkins, ça s'appelle Médiacrisis et c'est sorti, je ne sais plus quand, c'est aux éditions Homisphère. Très bien. Et Vin? Oui, pour Eau Argentée, ça s'est vu dans mes paroles. Mes sources, c'est Vacarme, le site Vacarme, et c'est également un magazine. Ok, très bien, super. Bon, je l'ai pas senti dans tes paroles. Non, t'avais l'air quand même assez relax, ça va, c'est cool. Mais bon, pour le plagiat, c'est vrai que c'est mieux. Donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que c'était doux pour vos écoutilles. On vous quitte. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Salut. Et puis on passe un dernier morceau à Las Barricades des anarchistes. Les
las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alta la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. En pie, pueblo obrero,